Lorsque les prisonniers allemands entendirent pour la première fois le mot buanderie, un rire étouffé les secoua. Pas un éclat bruyant ni franc, mais juste ce qu'il fallait pour s'échanger des coups d'œil entendus, plantés là dans la chaleur sèche du matin à Camp Stockton. Ce camp de prisonniers de guerre, cerné de poussière, de barbelés et du silence infini du désert américain. Pour eux, la buanderie évoquait une seule chose, une tâche futile, un boulot absurde pour fatiguer les captifs, les rendre dociles et les tenir à l'écart des ennuis. La plupart avaient déjà passé des semaines à s'habituer au rythme étrange de la vie au camp. Les gardes se montraient plus sévères que cordiaux, sans pour autant être barbares. Les repas arrivaient à heure fixe. L'appel avait lieu tôt. Les corvées variaient sans cesse. Une semaine, c'était la réparation des clôtures. La suivante, le nettoyage des hangars. Cette fois, c'était la buanderie. Ainsi, quand l'interprète lut la liste matinale et désigna 20 noms pour l'atelier de lessive, bon nombre de prisonniers se lancèrent des regards amusés. La buanderie, murmura l'un d'eux en allemand. C'est donc à ça qu'ils réduisent les soldats maintenant. Quelques autres ricanèrent. Parmi eux se trouvait Otto Weiss, un ex-employé de la logistique dans la fin de la vingtaine. Pas le plus costaud ni le plus bavard du camp, mais un observateur attentif. Depuis son arrivée en Amérique, il avait pris l'habitude de taire ses pensées et d'ouvrir grand les yeux. Cela l'avait plus d'une fois préservé des démêlés. Pourtant, même Otto imaginait ce boulot comme une formalité. Des tas d'uniformes, de l'eau chaude, du savon, peut-être un peu de raccommodage, rien de plus. On les escorta à travers la cour du camp sous un ciel blafard, devant les baraquements, la cantine, le garage où quelques camions américains cuisaient au soleil. Le bâtiment de la buanderie se dressait plus en retrait que les autres, en bois et tôles ondulées, avec de la vapeur s'échappant mollement des soupapes. Il n'avait pas l'air crucial, mais dès que la porte s'ouvrit, les hommes s'immobilisèrent. À l'intérieur, l'endroit était gigantesque. Des rangées de lave-linge industriels rugissaient comme des moteurs. D'immenses tables en acier s'étendaient d'un bout à l'autre de la salle. Des bacs débordaient d'uniformes, de draps, de couvertures, de serviettes, de vêtements de travail et de sacs marqués aux insignes de l'armée. La vapeur montait en nappes épaisses. Le sol tremblait sous leurs bottes, et au milieu de tout ça opérait un système d'une organisation impeccable, d'une précision chirurgicale, qui fit taire jusqu'aux plus dubitatifs. Des civiles américaines géraient un secteur, triant les arrivages par couleur et par type. Des ouvriers mexicains s'occupaient d'une autre partie, transportant de l'eau et empilant les ballots. Au fond, deux vieux messieurs maniantent les presses avec la cadence d'ouvriers d'usine. Un jeune sergent américain circulait entre les postes, un presse-papiers à la main, indiquant temps et quantité d'une voix calme sans hausser le ton. Rien ne sentait la punition. Rien ne respirait la négligence. Ce n'était pas une simple buanderie. C'était une véritable machine. Otto vit un garde diriger le groupe vers une longue table, croulant sous des piles d'uniformes, montant jusqu'aux épaules. Chaque tas portait des étiquettes épinglées. Chaque étiquette mentionnait numéro, nom, unité et date. Les vêtements étaient triés non seulement par tissu, mais aussi par galon, insigne, degré d'usure et destination. L'un des prisonniers fit la grimace. Il lave tout ça ici. L'interprète acquiesça. Pas seulement laver,
Réparer, repasser, renvoyer, tracer, rien ne se perd. Cette dernière phrase frappa plus fort que prévu. Rien ne se perd. Pour des hommes passés par des fronts effondrés, des dépôts saccagés, des munitions égarées et des mois de chaos, l'idée semblait presque irréelle. Otto saisit une veste au sommet de la pile la plus proche. L'étiquette nouée à la manche indiquait un numéro, le nom du propriétaire, la date de réception et une note pour remplacer 2 boutons manquants avant retour. Chaque détail était consigné. Il la manipula, fasciné. Chez lui, vers la fin, il avait vu des convois entiers s'évaporer, des bottes mal appariées, des manteaux d'hiver en retard, des couvertures volées, avant d'atteindre les unités. On ordonnait aux soldats de se débrouiller, d'improviser, de tenir bon. Et voilà qu'ici, au cœur d'un camp poussiéreux, en pleine Amérique, même les chemises Bonpsal passaient par un circuit plus méthodique que bien des dépôts de guerre. L'un des gardes surprit l'expression d'Otto. Il ne dit mot, mais un sourire fugace effleura ses lèvres. Les premières heures furent un calvaire dans la fournaise. La vapeur des machines imprégna leurs chemises en un rien de temps. Les prisonniers charriant des ballots mouillés frottaient les taches incrustées, classaient les monceaux et mémorisaient les signaux des ouvriers. Tissu blanc par ici, laine par là, pièces abîmées à réparer. Effet personnel isolé des équipements militaires. Au début, plusieurs traînaient des pieds avec réticence, persuadés que c'était indigne d'eux. Cette mentalité ne tint pas longtemps. Plus ils observaient, plus ils saisissaient que la buanderie n'était pas une corvée annexe. C'était l'un des rouages secrets du camp. Les uniformes propres repartaient vers les travailleurs des fermes voisines. La literie tournait pour l'infirmerie. Du linge frais filait à l'hôpital du camp. Les habits rafistolés revenaient en service au lieu d'être jetés. Manches déchirées, recousues. Boutons perdus, remis en place. Les chaussettes furent appariées et empaquetées. Même les couvertures usées jusqu'à la corde étaient découpées et transformées en chiffons de nettoyage, avec une efficacité remarquable. Rien n'était jeté à la légère. Tout revêtait une valeur. Vers midi, les ouvriers firent une pause pour boire. Otto se tenait près de la zone de chargement à l'arrière, reprenant son souffle, quand il repéra quelque chose d'inhabituel. Plusieurs paquets n'étaient pas marqués de numéros militaires, mais de noms suivis du mot « hôpital ». Il jeta un œil vers le bâtiment de l'infirmerie, de l'autre côté de la cour. Quelques minutes plus tard, un superviseur civil plus âgé s'approcha de la table et se mit à inspecter ces paquets destinés à l'hôpital, à la main. Lentement, avec minutie. Une tache par-ci, une déchirure par-là, une note griffonnée sur un bout de papier, une couverture mise de côté, 2 chemises renvoyées au lavage, une taie d'oreiller recousue à la couture. Otto observa l'homme pendant près d'1 minute entière avant de demander à l'interprète « Pourquoi vérifie-t-il cela lui-même » L'interprète regarda dans cette direction. « Pour les blessés. » Otto hocha la tête, mais la réponse lui parut insuffisante. L'interprète précisa « L'hôpital exige un meilleur contrôle qualité. Les patients guérissent ma fapas plus vite quand tout est propre. » Cette phrase simple s'abattit sur lui dans un silence pesant. Les patients guérissent de coup plus vite quand tout est propre. Les prisonniers se regardèrent. Plus personne ne plaisantait, car soudain le bâtiment ne se résumait plus à une buanderie. Il incarnait l'ordre, l'hygiène, la guérison, la survie.
ces mécanismes discrets qui empêchaient des centaines de vies de sombrer dans le désordre. Otto repensa à l'hiver précédant sa capture, la boue, le froid, les tissus humides qui ne séchaient jamais. Des hommes s'emmitouflaient dans des couvertures raides de crasse faute de rechange. Des infections qui débutaient assez modestement et viraient au péril faute de bandages propres en quantité suffisante, de savon, de temps. Il reporta son regard sur les rangées de machines bourdonnantes, et pour la première fois depuis son arrivée au camp, une sensation nouvelle l'envahit, ni du réconfort, ni de l'admiration, mais quelque chose de plus vif, un vertige, le choc de constater tout ce qu'un système opérationnel pouvait accomplir. Cet après-midi-là survint le vrai déclic. Un camion déchargea de nouvelles livraisons provenant d'un détachement extérieur. Les vêtements étaient encrassés de terre, de sueur et de poussière des champs, provenant d'hommes affectés aux travaux agricoles voisins. Parmi les ballots se trouvaient aussi plusieurs uniformes du propre détachement P allemand. Les Américains les avaient inclus sans un mot. L'un des prisonniers s'avança aussitôt. « Ce sont les nôtres. » Le sergent vérifia les étiquettes. « Ils suivront le même traitement. » Le prisonnier insista. « Tous. » Tous, sans raillerie, sans privilège, sans retard. Leurs habits seraient lavés, réparés si nécessaire, séchés, pliés et restitués à l'heure comme ceux de tous les autres. Cela, plus que tout, les déstabilisa. Ils anticipaient un traitement rude, de l'indifférence, voire de l'humiliation. Au lieu de quoi ils découvraient un système qui gérait les tissus comme le temps, l'eau, le travail et les registres, avec efficacité. Même les vêtements des prisonniers comptaient, car le système imposait l'ordre. Otto ne dit mot, mais il sentit cette réalité peser sur sa poitrine. Tard dans la journée, en triant un ballot endommagé, il découvrit un mouchoir décoloré glissé dans l'une des uniformes. Il avait échappé à l'inventaire initial. Dans un coin, des initiales brodées et une petite ligne d'ourlet, sans doute l'œuvre d'une main familiale d'il y a des années. Il le contempla un instant. Un garde proche s'en aperçut. Otto s'attendait à une confiscation. Au contraire, le garde tendit la main, l'examina et l'épingla à l'étiquette correspondante pour qu'il ne se perde pas. Encore une fois, rien ne se perdait. Ce soir-là, dans les baraquements, les conversations changèrent. Nul ne se vantait, nul ne se moquait de la tâche. Ceux qui riant le matin parlaient maintenant à voix basse du bâtiment, des registres, des machines, de la chaîne de soins traversée par chaque morceau d'étoffe. L'un le qualifia d'usine, un autre d'une machine dans la machine. Un prisonnier plus âgé fixa simplement le mur et murmura. Si nous avions organisé les choses ainsi vers la fin, il ne poursuivit pas. Inutile. Au cours de la semaine suivante, le groupe d'Otto fut renvoyé 2 fois à la buanderie. À chaque vacation, ils en apprirent davantage. Comment les étiquettes étaient appariées? Comment la ration de savon était dosée? Comment les uniformes d'habillement étaient priorisés pour réparation? Comment les linges hospitaliers étaient isolés des lots généraux du camp? Comment les objets égarés étaient répertoriés, non jetés? Même les chutes étaient comptabilisées, et peu à peu naquit un respect inattendu. Pas pour la captivité, pas pour la défaite, mais pour la discipline tapie dans le labeur quotidien. Un après-midi, un jeune prisonnier nommé Karl demanda à voix basse à Otto. « Aurais-tu imaginé qu'une buanderie pouvait révéler qui gagnait la guerre ?» Otto contempla les vapeurs des rangées,
les habits rapiécés, les carnets de suivi, les ouvriers œuvrant avec une assurance sereine. Puis il répondit. Pas au début. Karl patienta. Otto plia un uniforme propre et le rangea dans le bac de retour. Mais cette fois, il répondit. Oui. Fin du mois venu, les rires s'étaient tus pour de bon. Les nouveaux arrivants à Camp Stockton répétaient invariablement l'erreur des débuts dès qu'ils entendaient le mot « laundry ». Savon, seau et déshonneur leur venaient aussitôt à l'esprit. Les vétérans, eux, se contentaient parfois d'un bref coup d'œil complice, évoquant en silence leur propre surprise initiale. Puis, le groupe fraîchement affecté était escorté jusqu'au bâtiment. La porte s'ouvrait et, tour à tour, les mines se transformaient, car l'intérieur ne recelait aucune corvée. Plutôt une leçon sur ce que les guerres ne remportent pas uniquement en première ligne. Pas seulement grâce aux fusils, aux moteurs ou aux officiers, mais par des pansements impeccables, des capotes rapiécées, des drapes propres, des fèches à jour, et cette ténacité farouche à empêcher les détails de s'écrouler. À Camp Stockton, les PS allemands croyaient être cantonnés à la buanderie. On leur révélait en fait ce qu'ils n'auraient jamais imaginé percevoir si nettement. Comment une salle gorgée d'uniformes trempés mettait en lumière l'écart entre un appareil sous pression et un appareil encore vaillant pour résister. Et pour nombre d'entre eux, cette révélation persistait bien au-delà de la buée sur leur